Madame Dusaulière, vous avez coupé votre micro. Oui. Alors, je souhaite la bienvenue à Djali Amadou Amal. J'imagine que la nuit n'est pas encore tombée à Douala. Ah si, 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 oui. Chez nous, ça ne change pas. C'est toujours 18h30, entre 18h et 18h30, tout le temps. Donc, 1 heure de décalage avec vous, comme avec Zainab en Côte d'Ivoire. De tout cœur, de la part de tous, merci d'avoir accepté de vous connecter ce soir avec nous pour célébrer la journée mondiale des droits de la femme. C'est un honneur que vous nous faites et un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Alors, une centaine de personnes normalement nous ont rejoints pour vous entendre ce soir. Petit miracle du numérique depuis la Grèce. Je salue donc le professeur Christos Nikou de l'Université du Pirée et ses étudiants. Je salue l'équipe de l'Institut français de Thessalonique. Depuis le Liban, je salue le professeur Karl Akiki de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et ses étudiants. Depuis la Côte d'Ivoire, je salue Zainab Bakayoko, étudiante à l'Université de la Sarre, ses sœurs et ses amis. Depuis la France, de Paris à Forbach et Sarreguemines en Moselle, dont Fatma Pia Oté, assistante scientifique à l'Université de la Sarre. Depuis l'Allemagne, évidemment, de Berlin, je salue mes collègues et amis de l'Institut français d'Allemagne, à Saarbrücken, depuis l'Institut français à la Villa Europa d'où je vous parle. Je salue Nicole Fischer, assistante scientifique à l'Université de la Sarre, mes collègues et mes étudiants. Donc à tous, je souhaite la bienvenue. Je voudrais d'abord préciser que c'est une soirée que nous organisons avec le soutien de l'Union des Français de Sarre. Donc merci à Janine Louc pour son soutien. Je voudrais également vous prévenir de ce que cette rencontre sera enregistrée. Donc si vous vous opposez, vous le savez, à cet enregistrement, eh bien vous coupez votre caméra et votre micro. Donc, vous êtes née, Djali Amal, comme les 3 héroïnes des impatientes à Maroua, au nord du Cameroun, dans une famille Peul sédentarisée. Avec les vôtres, vous parlez le Fulfulde, c'est-à-dire la langue d'Amadou Hampâté Bâ, précisez-vous, et moi je précise à mon tour, hein, pour ceux qui nous écoutent, que c'est un écrivain, c'est un ethnologue qui, comme vous, a plaidé bien des causes dans le cadre de l'UNESCO. Donc c'est un modèle pour vous? Bonsoir à tous. Oui, tout à fait exact. Je suis née à Maroua, dans la région septentrionale du Cameroun. Et effectivement, dans ma famille et comme partout dans le grand nord du Cameroun, nous parlons en Fulfulde ou en Pulaar, si on le veut, la langue d'Amadou Hampâté Bâ, la langue de Cheikh Hamidou Kane, la langue de Sembène Ousmane, la langue de plusieurs autres écrivains. Et, nous sommes, oui, mon père est Peul, sédentarisé, puisqu'il y a des Peuls sédentarisés, mais également des Peuls nomades, puisque nous suivons donc cette grande tradition pastorale. Et puis, ma mère est égyptienne. Voilà. Vous avez toujours écrit en français, cependant. Je précise que vous avez publié 3 ouvrages avant celui-ci. Valande, l'art de partager un mari, à Yaoundé en 2010, qui a obtenu le prix du jury de la Fondation Prince de Claus à Amsterdam. Alors, ça lui a valu de circuler en langue arabe dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Ensuite, Misty Ridjo, la mangeuse d'âmes, publié en 2013, toujours à Yaoundé. Et puis enfin, Munial, les larmes de la patience, à Yaoundé en 2017, prix Orange du livre en Afrique. Et puis c'est cette version retravaillée, rééditée, sous le titre Les Impatientes, qui est entrée dans le catalogue déjà riche d'Emmanuel Colas, puisqu'elle publie également Nazim Hikmet. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer la traduction en allemand imminente de votre ouvrage
il sortira à Orlando Verlag, donc à Berlin. Alors, vous êtes Peul, vous l'avez dit, qu'est-ce que cela signifie? D'où vient votre peuple? Quel est-il? On l'a entrevu, c'est d'abord un peuple de pasteurs, un peuple nomade. Voilà, d'où vient le peuple Peul? C'est une question que se sont posées plusieurs autres personnes avant, pendant de nombreuses, très nombreuses années. Nous avons plusieurs versions. Ils peuvent, mais la plus récente de Anta Diop, justement, c'est que les Peuls descendraient de l'Égypte antique. Et puis, aujourd'hui, ils se sont retrouvés donc dans pratiquement tous les pays de l'Afrique subsaharienne, plus précisément dans 19 pays. Donc, du Mali en passant par le Sénégal, la Guinée, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc., en descendant jusqu'au Rwanda, puisque les Tutsis seraient des cousins de Peul. Donc, notre grande famille est régie par plusieurs règles sociales. Ces règles sociales, donc, qui sont obligatoires en société, sont tous réunies sous un nom. C'est le Pulaku. Le Pulaku, donc, c'est l'ensemble des règles qui définissent la vie des Peuls. Un Peul qui ne respecterait pas ces règles serait presque banni de la société. On dirait de lui qu'il n'est pas un Peul, qu'il n'a pas de Pulaku. De la même manière qu'une autre personne étrangère qui respecterait le Pulaku, chacun d'entre vous, et qui, en vivant avec les Peuls, respecterait ces règles-là, qui sont tout simplement des valeurs universelles, eh bien, cette personne, un peu comme pour lui faire un compliment, on dirait de lui, cette personne-là, c'est vraiment un vrai Peul. Voilà, donc ces règles non écrites, ou plutôt qui ont été quand même écrites depuis quelques années, depuis Amadou Hampâté-Bâ, sont donc des valeurs suivantes. La patience, c'est-à-dire le munyal, le semtende, c'est-à-dire la pudeur, la honte d'avoir honte, et le hakilo, c'est-à-dire l'intelligence ou la ruse ou l'hypocrisie, comme on veut, et entre autres, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas citer. Bref, ce sont des valeurs universelles, tout simplement. Des valeurs qui disent, par exemple, que par pudeur, une femme ne devrait pas prononcer le nom de son époux, par signe de respect, mais également par pudeur. Ça c'est le semtende. De la même manière, une femme en train d'accoucher, même quand elle souffre énormément, il lui est conseillé de ne pas montrer sa souffrance. Ça fait partie du munyal. Et même chose, même quand on est énervé par une situation, on devrait garder son sang-froid le plus possible. Ça fait partie également du munyal. Et donc, toutes ces règles-là sont des grandes valeurs, très belles à respecter, sauf que quand elles sont aujourd'hui détournées, eh bien, en ce moment-là, elles causent beaucoup de souffrance et c'est de ça que parle tout mes romans. Oui, alors ça voudrait dire, puisque le peuple Peul se compose d'environ 40 millions de personnes et concentré essentiellement au Nigeria, environ 16 millions, on pourra en reparler. Ça voudrait donc dire que ces 40 millions de personnes respectent cet art de vivre que vous venez de décrire, hein, qui est tissé de codes subtils qu'on retrouve sous toutes les latitudes, au fond, qui sont des vertus communes. Hein, la maîtrise de soi, vous l'avez dit, une certaine réserve, le courage, le sens de l'honneur et du partage. Alors, une société, il convient de le rappeler, où la femme, la lignée maternelle en particulier, occupait traditionnellement une place centrale. Et je pensais aux analyses que l'ethnologue, que l'anthropologue Germaine Tillion avait consacrées au peuple berbère. Vous, comme vous le montrez, l'islamisation, ou plus exactement une certaine caricature de l'islam, a changé la donne en transformant ces recommandations mesurées en commandements, en injonctions,
en les durcissant par conséquent pour priver la femme de ses droits élémentaires, à commencer par la libre disposition de sa vie. Tout se passe donc comme si par leur entremise, les composantes essentielles de la culture Peul que vous avez énumérées avaient été perverties pour mieux soumettre les femmes, les déresponsabiliser, les infantiliser, les exclure au bout du compte. Et vous montrez très bien dans votre livre comment la Dada Saré, la mère, la maîtresse du foyer, peut devenir le souffre-douleur d'une maison, d'une concession. Et on reviendra à ce lieu fantasmatique de la concession. Alors, je vous avais proposé par mail un petit exercice, vous avez eu la gentillesse de l'accepter. Je voudrais que vous nous lisiez les 4 exergues que vous avez choisi de faire figurer au début de votre roman, au début du chapitre 1, Ramla, au début du chapitre 2, Hindou, et au début du chapitre 3, Safira. Eh bien, avant de commencer à lire, je tiens quand même à apporter une précision. La condition des femmes dans le Sahel est la même pour tout le monde, aussi bien chez les Peuls que chez les autres. C'est-à-dire, on a au Cameroun, par exemple, on compte 246 ethnies. Sur les 246 ethnies, pratiquement toutes les 3 grandes régions du Grand Nord, comme on l'appelle, a à lui seul presque une centaine d'ethnies. Toute cette centaine d'ethnies est quand même régie par aussi, quand les peuples de ces ethnies-là deviennent musulmans, régie par tout ce que nous appelons ici chez nous la culture islamo-peul. La culture islamo-peul, tout simplement parce que la langue peul est quand même la langue véhiculaire dans cette partie de l'Afrique, pour la plupart de ces pays. Mais la condition des femmes, elle est la même pour les musulmans, comme pour les chrétiens, comme pour les animistes, en fait. Donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre l'islam et les traditions, des traditions qui sont partagées par pratiquement tous les peuples de l'Afrique subsaharienne et tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà, je tenais quand même à apporter cette précision-là pour que ça ne retombe pas dans une histoire de si les femmes sont traitées de cette manière-là ou si la condition des femmes est telle que décrite dans le roman, en fait, c'est directement lié à l'islam. Ça serait un raccourci, en fait. Bien sûr. Voilà. Alors, à preuve, vous distinguez les proverbes Peul des proverbes arabes, des proverbes africains, de grands corps malades. Alors, faites-nous le plaisir de nous lire donc les 4 exergues qui figurent au début du roman et au début de chaque chapitre. Merci beaucoup. Eh bien, avant d'aller sur le chapitre de Ramla, nous avons d'abord le premier chapitre, le premier proverbe, qui lui définit le roman tout entier, la patience puis la pierre. Munyal defan hayre. La patience puis la pierre, c'est un proverbe peul. Ensuite, la patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur, un proverbe arabe, Ramla. Au bout de la patience, il y a le ciel, proverbe africain. Et puis à la fin, je m'excuse, hein, je n'ai pas pensé à mettre les pages avant. La patience est un art qui s'apprend patiemment, grand corps malade. Alors, pouvez-vous revenir sur ce choix? Quelle distinction faites-vous entre ces adjectifs, Peul, arabe, africain? Que voulez-vous suggérer en les utilisant? Eh bien, d'abord, Munyal Tefan Hayre, pour moi, c'est le fil conducteur en fait du roman. La patience puis la pierre, alors il faut patienter même si on traverse des périodes difficiles. Même quand on est fatigué, qu'on se dit c'est peine perdue, le proverbe Peul dit quand même qu'on doit continuer à patienter et qu'un jour on verra le bout du tunnel. Donc, voilà. C'est dans la langue Peul, en fait, on parle beaucoup par parabole, on s'exprime beaucoup en parabole et donc, du coup,
même dans une conversation, même sans le savoir, on met quand même un proverbe pour pouvoir dire des choses ou pour mieux exprimer sa pensée. Est-ce que j'ai réfléchi en tant que tel en mettant proverbe arabe, proverbe africain, proverbe peul? Non. Tout ce que j'ai fait en fait en écrivant le roman, c'est tout simplement de me dire ce proverbe sur la patience, il va bien avec l'héroïne à ce moment-là. La patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. Pour moi, ça définit vraiment Ramla. Malgré le fait qu'elle ne soit pas d'accord, malgré sa révolte et tout ça, elle va quand même au-delà pour ne pas humilier sa mère, pour que sa mère ne puisse ne pas avoir de problèmes, etc. et pour sauver ses frères. Donc, j'ai choisi ce proverbe par rapport à ça. Au bout de la patience, il y a le ciel. Pour moi, ça définit très, très bien hindou. Et voilà, patienter, patienter, voilà, jusqu'au bout. Et on ne sait pas, en fin de compte, on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête en fait. Je ne veux pas dire peut-être au lecteur ou suggérer au lecteur que Hindou serait décédé. En fait, c'est au lecteur d'en décider. Et Safira, évidemment, la patience est un art qui s'apprend patiemment. On voit à quel point elle a été patiente, à quel point elle a eu cette résignation, cette abnégation d'elle-même, et puis à quel point une femme est prête à aller, jusqu'où une femme est prête à aller pour sauver ce qu'elle pense être à elle et surtout pour sauver ses enfants. Merci beaucoup pour ce commentaire, et c'est cette gradation qu'on a commentée avec mes étudiants, parce que progressivement, on glisse vers une sorte de tautologie. On a presque parlé de glissement progressif de la bêtise, ou tout au moins la transformation de la patience en résignation. Il y a un écart très important entre la patience et la résignation, et c'est ce qu'on a commenté en relisant ensemble ces proverbes. Alors, même glissement qui nous fait passer de la recommandation qu'un père pourrait donner à sa fille avant son mariage au commandement. Et si vous le permettez, je vais vous demander de lire la page 17, c'est-à-dire ces commandements, plus que 10, au moins 20, les commandements donc du père à Ramla avant son mariage, page 17. Eh bien, nous, on dirait les conseils d'un père à sa fille, des conseils qu'il pense, qu'il juge importants pour toute jeune fille qui s'engage donc dans le mariage. Le plus difficile, en fait, ce n'est pas ces conseils-là qui peuvent être, selon notre regard, selon notre tradition à nous, être des conseils importants et utiles même quelque part. Mais le vrai problème, c'est que ces conseils-là vont plus loin que ça, car finalement, la femme qui est épousée a une sorte de devoir, c'est-à-dire que si le mariage marche, ça sera grâce à sa résignation, grâce à son abnégation, grâce au fait qu'elle a su se sacrifier pratiquement pour le bonheur des autres. Et si le mariage ne marche pas, c'est simplement dû au fait qu'elle est une mauvaise épouse. Donc, des conseils qui sont censés être au départ positifs, qui sont censés être des valeurs, sont pratiquement, quand on les prend avec un autre regard, deviennent non plus des recommandations, mais tout simplement des phrases une phrase qu'on peut résumer tout simplement: sois soumise, accepte tout, supporte tout, il a tous les droits et nous tous les devoirs. Munyal, mes filles, respectez vos saintes prières quotidiennes, lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie, craignez votre Dieu, soyez soumises à vos époux, épargnez vos esprits de la diversion, soyez pour lui une esclave et il vous sera captif, soyez pour lui la terre et il sera votre ciel, soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavard, ne soyez pas dispersé.
Ne suppliez pas, ne réclamez rien, soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète. Valorisez-le afin qu'il vous honore, respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux, préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité et d'insultes de votre bouche. Que jamais son nez ne sent ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. Qu'il ne hume que parfum et encens. Évidemment, après, c'est que jamais vos parents ne sachent ce qui est désagréable dans votre foyer. Gardez secret vos conflits conjugaux. Ne cultivez pas l'aversion entre vos deux familles, car vous vous réconcilierez alors que la haine que vous aimerez perdurera. Et puis, ensuite, le conseil continue, je pense. Souvenez-vous toujours que pour rester agréable à son époux, à chaque entrevue, une femme doit se parfumer de son parfum le plus précieux, se revêtir de ses plus beaux atours, s'orner de ses bijoux et bien plus encore. Et en conclusion, le paradis d'une femme se trouve aux pieds de son époux. C'était un petit peu mieux que sous les pieds de son époux, comme certains l'ont lu, aux pieds et non sous les pieds. Aux pieds. Oui. Et qu'est-ce que moi j'ai dit? Mais donc, des commandements auxquels vous avez payé, oui, des commandements auxquels vous avez payé un lourd tribut. Alors, je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que vous avez été vous-même marié à 17 ans dans le cadre d'un mariage forcé, que vous avez connu donc cette entrave aux droits des femmes du Sahel. La presse camerounaise vous a d'ailleurs surnommé la voix des sans-voix. Vous parvenez à quitter cet homme épousé de force après 5 ans de vie commune. Et puis vous voilà embarqué dans un second mariage, 10 ans plus tard, un autre époux violent que vous quittez. Et au moment de la rupture, celui-ci kidnappe vos 2 filles pour vous punir. Mais vous n'obtempérez pas, vous avez cessé d'obéir. Alors là, je vous cite parce que je trouve que c'est un résumé formidable de votre parcours. Celle qui rêvait d'être journaliste travaille grâce à son BTS en gestion, vend ses bijoux, achète un ordinateur, une table, une chaise et se met à écrire. Des années plus tard, vous publiez donc Les Impatientes, un autoportrait diffracté parce qu'il y a en vous un peu de Ramla, un peu de Hindou, un peu de Safira aussi, peut-être. Ce qui nous importe ce soir, c'est que vous n'êtes pas seulement la femme de lettres à la renommée désormais internationale que l'on sait. Vous avez en 2012 fondé une association, Femmes du Sahel, qui a pour but d'œuvrer pour l'éducation et le développement de la femme dans le Nord Cameroun. Alors j'aimerais que vous nous exposiez, que vous nous énumériez les actions concrètes que vous essayez de mener dans le cadre de cette association. Et puis une question corollaire, quel est l'impact de la Covid-19 et de la fermeture des écoles qu'elle a entraîné sur votre action? Vous l'avez évoqué remarquablement dans l'émission d'Isabelle Quenin sur Arte, 28 minutes. Donc, quelles actions concrètes menez-vous et comment allez-vous reprendre votre activité à l'issue de cette crise? Qu'allez-vous trouver? Que pensez-vous trouver quand le monde sera redevenu normal? D'accord, merci pour la question et puis pour le résumé. Avant de continuer, je dirais, je rappellerai quand même que 36% des filles dans le septentrion camerounais sont mariées avant l'âge de 16 ans. 36%. Et la majorité sont mariées donc entre 12 ans et 15 ans, ou 12 et 16 ans. Et
beaucoup de filles, je pense qu'on parle de 80% de filles sont analphabètes. Le mariage précoce et forcé reste l'une des violences les plus pernicieuses qui soient parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Une fille qui se marie tôt, évidemment, ne termine pas ses études, n'apprend pas un métier, donc n'a pas accès à une formation. Donc, elle restera dépendante toute sa vie, donc elle subira des violences économiques puisqu'elle sera dépendante toute sa vie. Dépendance financière est égale à soumission et vulnérabilité, bien évidemment, comme partout ailleurs. Donc, elle subira donc les violences économiques, elle subira des violences physiques, c'est-à-dire le viol conjugal, comme on le voit très bien dans Hindou, mais également des violences physiques. Elle subira également des violences psychologiques. Les violences physiques, il faut le rappeler, qui peuvent aller très, très loin, puisque de toutes les façons, au-delà même de la violence physique, elle subira une autre forme de violence par rapport à sa santé, puisque en fait, une fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans n'est pas suffisamment formée pour être enceinte, pour avoir même des rapports sexuels, etc. Et beaucoup de femmes, là, je n'ai même pas les chiffres exacts, souffrent justement après un accouchement de fistule. Et quand elles souffrent de ça, évidemment, généralement, dans certaines communautés, elles sont même rejetées à cause de ça. Elles sont mises au banc de la société, plus personne ne veut d'elles. Elles sont pratiquement bannies de la famille. Donc, tout ça, c'est les conséquences quand même des mariages précoces et forcés. Ensuite, on va parler de la polygamie. La polygamie, puisqu'une fille qui se marie jeune, à un moment de sa vie, sera confrontée à la polygamie. La polygamie aussi, il faut le rappeler, qui est toujours une décision unilatérale. C'est-à-dire que ce qui fait souffrir la femme, c'est que ce n'est jamais elle qui prend la décision de faire venir une autre dans son foyer. Et au-delà même de la rivale qui arrive, les femmes voient en celle qui vient, non pas celle qui va seulement prendre leur place, mais également celle qui viendra mettre au monde des enfants qui partageront l'héritage de leurs propres enfants. Donc là encore, c'est une autre forme de violence. Et puis, 80% environ seront répudiées. Et quand elles sont répudiées, elles vont rentrer, je pense que les chiffres, c'est entre 70 et 75% rentreront chez les parents avec au moins un enfant à charge. Évidemment qu'elles rentrent chez les parents parce qu'elles dépendent justement soit des pères, soit des maris. Elles ne sont pas capables de gagner leur vie. Elles ne savent pas, elles n'ont pas appris à gagner leur vie. En plus, elles sont très jeunes. Donc, elles sont répudiées généralement avec un enfant, 2 enfants à charge. Et à la fin, elles basculent dans une prostitution informelle. Donc, tout ça, c'est les problématiques liées au mariage précoce et forcé. Donc, je tenais à le rappeler parce que par rapport à toutes nos actions avec l'association, en fait, nous menons vraiment un vrai combat par rapport à cet aspect de la violence, notamment. Bien sûr, on travaille sur les autres formes de la violence, mais pour moi, le mariage précoce et forcé, c'est quand même, ou plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage d'enfants. Le mariage d'enfants, en réalité, qui n'est même pas totalement un mariage, puisque c'est un mariage religieux ou traditionnel, et qui n'est pas légal, en fait, puisqu'il n'y a pas d'acte de mariage ou de mariage civil. Donc, en réalité, on ne va même pas parler de mariage, mais on va parler de concubinage d'enfants, puisque ce n'est pas un mariage reconnu. Donc, ces enfants, en réalité, ne sont même pas, n'ont aucun droit quand elles sont répudiées et tout ça. Et donc, l'association Femmes du Sahel, c'est une association que j'ai fondée en 2012 et qui est une association à but non lucratif qui a son périmètre d'action dans le septentrion camerounais. J'ai choisi, moi, de mettre toutes mes actions dans le Grand Nord Cameroun, le septentrion camerounais, tout simplement parce qu'il manque des associations de ce type et que la problématique du mariage précoce et forcé y est plus récurrente par rapport au Grand Sud, puisque c'est pratiquement une autre culture. Donc, l'association a 2 volets, volet éducation et puis un autre volet développement. Pour moi, c'est les 2 aspects en fait qui font évoluer la condition des femmes dans le Sahel.
l'éducation et le développement. Dans l'éducation, donc, nous avons d'abord le parrainage d'enfants avec une prise en charge totale de leur scolarité et à 80% des filles. Pourquoi nous avons décidé de parrainer 80% de filles au lieu de peut-être faire une parité autre? Eh bien, c'est parce que dans notre tradition, en fait, la fille, dès sa naissance, n'est pas égale au garçon. D'ailleurs, dans la culture Peul, ou plutôt dans la langue Peul, il y a une manière d'annoncer les naissances. Quand une femme met au monde un garçon, on dit obesni, c'est-à-dire elle a augmenté, elle a rajouté quelque chose. Ce qui veut dire donc que le garçon, c'est un bien qui s'ajoute pour la famille. Par contre, quand elle met au monde une fille, on dit odani. Odani, c'est-à-dire elle a éloigné. Elle a mis au monde quelqu'un qui ne nous appartient déjà plus. Donc, on voit tout simplement qu'on fera moins d'efforts pour la petite fille en réalité, puisqu'elle appartient déjà à une autre famille. On le voit d'ailleurs dans les écoles où les parents, évidemment, quand ils n'ont pas de moyens, inscrivent d'abord les garçons et les filles, ça vient après. Quand ils n'ont pas de moyens pour acheter les fournitures, ils achètent d'abord pour les garçons. Quand la fille rentre de l'école, évidemment, on l'accable des travaux ménagers. C'est elle qui doit aller puiser de l'eau, qui doit aider la maman à la cuisine, qui va faire toutes les corvées, alors que le garçon va réviser ses cours ou bien va faire ses devoirs ou aller jouer au foot, etc. On lui laisse plus de liberté, alors que la fille, en fait, c'est comme si aller à l'école en secondaire, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle apprenne à tenir une maison, à être une bonne cuisinière, etc. Donc, il y a tout ça qui crée donc l'abandon de l'école, comme on dit, les déperditions scolaires très, très, très rapidement. Et puis, donc, il y a donc ce parrainage d'enfants. Ensuite, nous avons la création des petites bibliothèques scolaires. Ce dont moi j'ai le plus souffert dans mon enfance, c'est d'avoir des livres, c'est de trouver des livres. Et j'étais prête à tout pour en trouver. Et je pense que ce qui a fait finalement la différence entre moi et mes camarades qui se sont toutes mariées avant 18 ans, c'est juste que moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir accès aux livres. J'ai eu la chance d'avoir eu des personnes qui m'ont prêté des livres, qui m'ont donné envie de lire. Un professeur de français, par exemple, particulièrement, qui m'a guidée, qui m'a encouragée, etc. Donc, la différence, c'est juste que j'ai pu lire quand j'étais petite. Et donc là, nous avons remarqué avec l'association que nous avons des villages au Cameroun où l'enfant peut terminer le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre de sa vie. Je ne dis pas qu'il n'a jamais lu un livre, je dis qu'il n'a jamais vu un livre. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'acheter des caisses toutes simples, de mettre à l'intérieur de ces caisses des manuels scolaires, mais également des livres pour enfants, tout ce qu'on peut trouver, et donc de confier cette caisse-là à un chef traditionnel, dont le chef du village et le directeur de l'école. Donc là, nous en avons mis en place 36. Et l'idée, évidemment, c'est d'inonder tous les villages dans le Grand Nord. Nous avons déjà reçu quelques 3 000 ou 4 000 livres, je ne les ai pas comptés, mais je viens de recevoir des cartons d'une association française. Et là, nous sommes en train de voir comment mettre en place toutes ces mini-bibliothèques très, très rapidement. Ensuite, nous avons également, dans le même ordre d'idée, les bibliothèques communautaires. Les bibliothèques communautaires, c'est tout simplement mettre en place voilà, des bibliothèques pour tout le monde au niveau des petites villes ou des bourgades, comme on dit, entre 10 000 et 30 000 personnes. Ensuite, nous avons une activité qui est très importante pour nous, qui est même l'une des plus importantes, c'est les sensibilisations. Les sensibilisations, en fait, nous menons des campagnes de sensibilisation et puis des sensibilisations ponctuelles. Les campagnes de sensibilisation se passent toujours dans les collèges et les lycées. Donc, une campagne de sensibilisation, c'est minimum 15 à 20 établissements scolaires pour une période de 3 à 4 semaines. Donc, ce que nous faisons pendant les sensibilisations, c'est que moi, je vais devant les élèves, généralement les filles du collège ou du lycée,
uniquement les filles pour le moment, tout simplement parce que voilà, le besoin se pose plus pour elles. Et puis, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les filles ne s'expriment pas quand il y a des garçons à côté. Donc, pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'on puisse vraiment, pour qu'elles puissent être attentives et qu'on puisse mener un vrai échange, il faut absolument que ce soit uniquement des filles. Donc, nous sensibilisons donc les filles. D'abord, quand j'y vais, je vais toujours avec une autre dame dans une des villes, qui est une dame qui a réussi dans son domaine respectif. Ça peut être une avocate, un médecin, professeur, une commerçante, une femme qui fait de l'agriculture mais qui a réussi, etc. L'idée première d'abord, c'est d'être un modèle positif pour les filles. Et je pense qu'elles en ont absolument besoin. C'est très important pour ces filles d'entendre, je suis comme toi, j'ai vécu le mariage précoce et forcé. Je suis du Nord Cameroun également. Je suis de telle ethnie, je suis de l'Afrique subsaharienne. Je connais toutes les pesanteurs socioculturelles que vous pouvez avoir, mais moi, j'ai réussi à m'en sortir. Voilà comment je fais. Si j'ai réussi, tu peux aussi. Donc, être un modèle d'abord pour ces jeunes filles. Deuxièmement, nous allons toujours sous le prisme d'un de mes romans. Ça peut être le roman Wallan de l'art de partager un mari, qui, il faut le rappeler, est quand même inscrit au programme scolaire au Cameroun, donc pour les classes de première et terminale du système anglophone, ou ça peut être Mounial, les larmes de la patience ou les impatientes. Eh bien, nous allons donc sur des thèmes sous le prisme d'un des romans. Et le thème, généralement, c'est l'importance de l'éducation pour les filles, l'éducation des filles vecteurs de développement. Pourquoi il faut que les filles continuent leurs études le plus longtemps possible? Pourquoi c'est important pour elles d'obtenir un diplôme? Pourquoi elles ne devraient pas se laisser faire, justement, par les commentaires, par les pesanteurs sociales, les commentaires de l'entourage, etc. Et puis, en quatrième lieu, leur donner les outils nécessaires pour se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé. Donc là, pendant 1 heure, nous allons sur des échanges et des cas pratiques. Vous êtes en face d'une proposition de mariage, vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'idée, c'est que la fille puisse ne pas se fâcher avec les parents parce que justement, il ne faut pas on n'a pas de structure en réalité pour encadrer les filles qui fuguent, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'elles puissent avoir les outils nécessaires, qu'elles puissent avoir le bon ton, les bons mots, etc. pour pouvoir faire comprendre aux parents qu'ils devraient l'écouter et la laisser continuer ses études. Et évidemment, dans le cas où elle ne réussit pas, elle peut faire appel à nous et puis nous, on intervient. Et le fait que je sois quand même déjà une figure assez connue et que l'association soit aussi quand même assez connue dans le Grand Nord, ça aide beaucoup. Et puis, en réalité, quand nous, on intervient, ils n'ont plus le choix parce qu'on va d'abord y aller en douceur, essayer d'expliquer et tout ça, mais à un moment, on va frapper un point sur la table et on peut porter plainte. Bon, on n'a jamais porté plainte vraiment. Il suffit juste d'amener un homme en tenue, un policier, un gendarme. Ils ont peur tout de suite et puis je crois que le problème est réglé. Donc, on attend ça. Et puis, on a aussi ce que nous appelons les causeries éducatives. Les causeries éducatives, là, c'est avec la communauté. Donc, il y a les leaders des communautés, les leaders religieux, par exemple, peuvent très bien faire des prêches, donc des causeries éducatives. Par exemple, là, quand nous avons un plaidoyer, nous pouvons aller auprès d'un prêtre ou des prêtres, des imams, des chefs traditionnels. On leur dit, on a besoin de votre aide pour parler de la scolarisation des filles. Il faut absolument que tout le village inscrive les filles à l'école. Et là, eux, quand ils le font sous forme de prêche, et là, évidemment, la population entend beaucoup plus. Donc, ça, c'est tout le côté éducation que nous avons développé avec l'association. Et puis, il y a le côté développement. Le côté développement, c'est très simple, alphabétiser les femmes, les aider à gérer leurs revenus, les accompagner dans des projets, des petits projets, par exemple, des projets d'agriculture. Nous, on peut mettre à leur disposition, par exemple, des outils, ou par exemple de l'engrais ou des semences. Et
mais le plus important, c'est que nous, on peut aller auprès des délégations d'agriculture qui existent sur le terrain, mais qu'on ne sollicite pas suffisamment. Donc, nous, on peut aller avec l'association et leur dire, écoutez, on a un groupe de femmes, elles ont besoin d'aide, est-ce que vous voulez les accompagner, les aider, leur expliquer comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Même chose pour l'élevage. Et puis, on peut aussi octroyer des petits crédits, des microcrédits aux femmes. Microcrédits entre 100 euros, environ un peu moins de 100 euros jusqu'à 200 euros. Et là, ça peut aider les femmes à monter un projet de commerce, par exemple, ou bien de faire des choses, par exemple, comme les beignets, la bouillie et vendre, etc. Et donc, là aussi, c'est très important parce que ces femmes, évidemment, dans la plupart du temps, n'héritent pas, n'ont pas accès aux terres. Et donc, évidemment, elles n'ont pour la plupart pas de compte bancaire. Elles ne peuvent pas emprunter de l'argent, avoir accès à un crédit. Elles ne sont pas alphabétisées, etc. Donc, elles ont besoin, mais pourtant, ce sont des femmes intelligentes qui peuvent très bien s'en sortir. D'ailleurs, on le voit, les plus grandes femmes d'affaires en Afrique subsaharienne, ce sont les femmes, en fait. Les plus grands hommes d'affaires, entre guillemets, ce sont des femmes. On va dire ça comme ça. Et puis, donc ça, c'est les projets de développement. Même aujourd'hui, le projet, pour moi, aussi, ce qui est le plus important, c'est de mener un véritable plaidoyer. Un véritable plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes, par exemple, qui entrent en politique, pour que les femmes qui sont députées puissent porter des projets liés au code de la famille, par exemple, qu'on puisse, qui ne nous avantage pas, nous les femmes au Cameroun. Donc, l'idée, c'est de leur faire porter, donc de leur montrer que ça ne nous avantage pas et les encourager, par exemple, à porter un projet de loi ou alors un véritable plaidoyer aussi pour que les lois qui existent déjà sur le terrain et qui sont censées être là pour protéger la jeune fille, les enfants et la femme puissent être appliquées. Par exemple, nous avons ce que nous appelons ici le RAPS des enfants, le mariage par le RAP. Le mariage par le RAP, c'est tout simplement quand un jeune homme ou quand un homme âgé convoite une fille, il décide de l'enlever. Ça existe tout simplement dans certaines ethnies. Il décide de l'enlever, il l'enlève, et quand il ne peut pas vraiment la maintenir, il appelle ses copains pour maintenir cette jeune fille et la violer. Et ensuite, évidemment, les parents n'en veulent plus. Donc, ça devient donc sa femme. Ce mariage par le RAP est interdit par la loi, mais ça se fait aux yeux, au vu et au su de tout le monde, y compris des autorités administratives qui ne font absolument rien pour arrêter ça. De la même manière, le mariage d'enfants, en réalité, au Cameroun est interdit. L'âge légal du mariage est fixé pour la fille à 18 ans maintenant et pour le garçon, je pense, à 21 ans. L'idée, c'est de faire évoluer ça. Il n'y a pas question que ce soit des âges différents pour les filles et pour les garçons. Donc, si on estime que l'enfant est majeur à 18 ans, ils sont tous les deux majeurs à 18 ans. S'ils sont majeurs à 21 ans, comme c'est le cas au Cameroun, ils doivent être majeurs à 21 ans. Et donc, le plus important aussi, c'est que même si l'âge légal est fixé à 18 ans, on voit quand même qu'il y a des mariages d'enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans sur le terrain et ce n'est même pas caché. Donc, il faut qu'on puisse appliquer les lois. Et donc, pour ça, je suis particulièrement fière et contente de m'être engagée auprès de l'UNICEF, puisque j'ai été nommée ambassadrice de l'UNICEF vendredi. Et donc, avec ça, on peut faire un meilleur plaidoyer, discuter plus avec des autorités, etc., pour faire avancer cette cause-là. Pour en revenir à votre dernière question par rapport au COVID, déjà, moi, je ne dis pas la COVID, hein, je vais dire le COVID. Il n'est pas question qu'on mette ça sous le dos. Une fois de plus. Donc, pour en venir donc, au COVID, oui, nous avons bien remarqué avec l'association qu'évidemment, après 8 mois de fermeture d'école, dans le milieu rural, il y a eu un véritable impact sur les filles. Nous avons eu beaucoup de filles qui sont tombées enceintes, par exemple. Il y a eu plus de cas d'inceste qui ont été déclarés. Il y a eu évidemment beaucoup plus de mariages d'enfants, donc des jeunes filles qui ne sont plus jamais retournées au collège parce qu'elles ont été mariées pendant ces 8 mois.
On a eu aussi ce que nous on appelle l'exode rural et trafic d'enfants. Trafic dans le sens, trafic de personnes dans le sens où les jeunes filles des zones rurales sont envoyées en ville pour travailler. Ce sont des mineurs, elles sont employées comme domestiques dans les villes et évidemment, après les 8 mois, elles ont commencé à travailler, elles gagnent de l'argent, elles vivent en ville, elles ne rentrent plus au village, elles ne retournent plus auprès des familles et surtout les familles elles-mêmes ne veulent même pas qu'elles retournent parce qu'elles commencent à gagner de l'argent et à leur envoyer de l'argent. Et donc, voilà, elles abandonnent complètement leur scolarité pour continuer à travailler. Et évidemment, en ville, elles font face aussi à beaucoup d'abus. Donc, les harcèlements sexuels au niveau des familles dans lesquelles elles travaillent, les viols, etc. Donc, on a donc remarqué ça, tout ça c'est lié au Covid et je viens de recevoir aujourd'hui un document justement de l'UNICEF qui montre qu'à cause du Covid, au moins 10 millions de filles sont menacées d'être mariées précocement. Donc, c'est les derniers chiffres que nous avons. Et évidemment, on se rend compte qu'il y a un grand bond en arrière par rapport à tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Merci, merci beaucoup et merci surtout de rappeler que la littérature peut changer le réel. On ne s'en souvient pas assez souvent. Alors, on peut aider votre association donc en faisant des dons, en envoyant des livres. Peut-être, je pense là aux professeurs, aux instituteurs et institutrices qui nous écoutent, à Muriel Bendawadji. Je pense à un lien, une relation épistolaire qu'on pourrait avoir avec ces jeunes filles. On pourrait échanger tout d'abord des lettres, au moins des mails. On ne dit plus lettres, on n'écrit plus de lettres aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? Mais on pourrait échanger des mails. J'ai une question que je trouve intéressante de Monique Greff, donc de Moselle, qui se demande s'il y a suffisamment de filles dans les écoles secondaires pour les accompagner vers le développement personnel et si vous intervenez également hors contexte scolaire. Pardon, je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Monique Greff, donc de Moselle, voulait savoir si vous intervenez également hors contexte scolaire, quand les jeunes filles, justement, ne sont pas scolarisées. Intervenez-vous ailleurs que dans les écoles? Nous intervenons ailleurs que dans les écoles, uniquement dans le cadre de ce que nous avons appelé les causeries éducatives, comme je l'expliquais tantôt. Voilà. Mais à part cela, nous intervenons plus dans les écoles parce que de toutes les façons, les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées, mais qui sont déjà jeunes filles, sont mariées. Donc, tant qu'elles ne sont pas inscrites à l'école et qu'elles ne continuent pas leurs études, il est très, très difficile qu'elles soient là. Donc, elles seront soit répudiées, soit mariées. Et dans ce cas-là, nous pouvons aller plus sur plutôt des formations. Donc, nous avons eu l'année 2018, par exemple, des filles à qui on a payé des formations pour être couturières, par exemple. Alors, j'ai convié, comme vous le savez, 3 jeunes filles engagées pour dialoguer avec vous. Zainab Bakayoko, donc en Côte d'Ivoire, Nicole Fischer, qui est ici à Saarbrück, et Fatma Piaoté, qui est de l'autre côté de la frontière. Mais en ce moment, être de l'autre côté de la frontière, c'est problématique. Alors, je voudrais céder la parole à Zainab. Zainab, vous nous entendez bien. Donc, je vais vous laisser vous présenter et puis poser une question à votre invité. J'ai eu aussi beaucoup d'admiration pour votre engagement. C'est une ancienne étudiante, Zainab. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir Jali Amal et merci beaucoup. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. On était toutes très excitées à l'idée d'enfin pouvoir vous voir. On vous suit déjà dans les médias et vraiment merci beaucoup et félicitations pour le travail abattu. Donc, je suis Zainab Bakayoko Grasse.
une ancienne étudiante de Madame Desaulnières et je suis titulaire d'un master en communication interculturelle et études culturelles européennes, obtenu à l'Université de la Sarre en Allemagne. Ben, je suis d'origine ivoirienne. Voilà, donc les diplômés de ce master possèdent en effet de très bonnes compétences interculturelles et une connaissance approfondie de la culture, des médias et de la société de l'espace culturel francophone. Donc, il s'agit en fait d'une formation assez polyvalente et donc en communication, en ressources humaines, en relations publiques et en coopération internationale et transfrontalière. Bah, quant à mon engagement sur le terrain, il se résume en fait en 2 mots, donc sensibilisation et éducation. Parce que, comme vous le savez déjà, et puis bah, ici aussi dans notre société, je vais parler principalement de la Côte d'Ivoire parce que ça, je connais. Le harcèlement sexuel et les violences sont malheureusement très présentes dans la société, aussi bien en milieu scolaire que dans le monde professionnel. Du coup, j'essaie vraiment de sensibiliser les élèves, donc les jeunes filles d'abord, sur le fait qu'elles ont le droit de dire non, qu'elles ont le droit de ne pas céder, parce que c'est pas parce que, on va dire, notre société cautionne cela que c'est normal. Ensuite, je les incite en fait à prendre au sérieux leur formation, à avoir des diplômes, parce que bah, pour moi, c'est l'éducation qui va leur permettre d'être indépendantes financièrement et donc de pouvoir inspirer le respect et à leurs partenaires et à la société. Bah, il faut que je le précise, ce sont des activités que je fais à titre personnel et sur fonds propres et j'envisage bientôt de créer aussi une association. Voilà. Et par rapport à ma question, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que selon vous, l'éducation suffit à soustraire du poids des us et coutumes? Et sinon, que faut-il faire pour pouvoir se départir de ce poids de la société? Voilà. Eh bien, à mon avis, l'éducation quand même joue un rôle très, très important. L'éducation dans le sens où, évidemment, une personne qui est éduquée s'ouvre plus sur le monde et évidemment lit, etc. et donc peut faire changer les choses au moins à son niveau. L'éducation pour les filles, notamment puisque cette éducation leur permet de ne plus être dépendantes financièrement. Et quand on n'est pas dépendant financièrement, on a le choix, on a les possibilités de dire non, on se protège mieux. Une fille qui est éduquée élèvera mieux ses enfants, s'assurera qu'ils aillent à l'école, va faire le planning familial pour avoir moins d'enfants, donc mieux s'en occuper, etc. Donc, pour moi, tout commence d'abord par l'éducation. Évidemment, l'éducation par la sensibilisation, c'est également très, très important parce que même quand on n'a pas forcément des diplômes et tout ça, mais quand on est quand même sensibilisé, on se rend compte qu'on peut stopper les choses à notre niveau. Je le montre assez dans le roman Les Impatientes. Les violences faites aux femmes sont généralement perpétrées par les femmes elles-mêmes. Oui, nous avons été un peu coupés. Donc, je disais que les violences faites aux femmes étaient perpétuées généralement par les femmes elles-mêmes, que ce soit donc les mutilations sexuelles génitales, que ce soit le mariage précoce et forcé ou la polygamie, ou même, vous avez vu dans le roman pratiquement à toutes les circonstances, c'est les autres femmes qui disent aux héroïnes patientes, acceptent tout, supportent et autres, et que finalement, si tu es violentée, c'est de ta faute. Et donc là, il faut que les femmes prennent conscience donc qu'elles perpétuent les violences, qu'elles décident de stopper ces violences-là à leur niveau et à leur génération, qu'elles puissent mieux protéger leurs enfants, surtout les filles, et qu'elles puissent mieux éduquer les garçons. Les femmes en Afrique, c'est elles finalement qui éduquent l'enfant au moins jusqu'à ses 7, 8 ans, 9 ans, voire 10 ans. Donc, si moi j'ai tendance à dire, si un homme frappe sur sa femme, ne respecte pas ses sœurs, ne respecte pas ses filles, ne les éduque pas, c'est un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. Donc, il faut que nous, les femmes, nous prenions nos responsabilités pour pouvoir changer les choses. L'éducation, donc, à mon avis, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est indispensable, en fait. On ne peut pas s'en passer. Pour faire changer les mentalités, on est obligé de passer par là.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Oui, absolument. Merci Absolument, oui. beaucoup, Merci. merci beaucoup Zainab Nomonde pour votre question. Je voudrais céder la parole maintenant à Nicole Fischer. Nicole, donc vous êtes assistante scientifique à l'Université de la Sarre, engagée vous aussi. Donc je vous laisse vous présenter à notre invité. Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Amal, je suis très ravie de participer à cet événement autour en commun sur une thématique aussi importante. Je me présente, je m'appelle Nicole Fischer, je suis assistante de recherche à la chaire des études culturelles et de communication anticulturelle à l'Université de la Sarre. J'ai fait des études en langue et littérature française et francophone entre Berlin, Paris et Manœuvre en Belgique, et j'écris actuellement une thèse en co-tutelle entre la Sorbonne Paris 3 et l'Université de la Sarre sur les représentations de l'islam dans la littérature contemporaine française et francophone. Mon domaine de recherche d'origine sont les études coloniales que l'on pourrait décrire pour celles et ceux qui ne les connaissent pas comme un champ dont l'hypothèse de base est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est organisé à partir des mêmes structures politiques, économiques, sociales, etc., qui ont été établies pendant l'époque coloniale et qui ont permis l'exploitation systématique du sud global par le Nord. Ces études cherchent à comprendre la colonisation en termes politiques ou militaires, mais aussi au niveau de l'arrière-plan idéologique, culturel et social qui était nécessaire afin de légitimiser un tel projet, entre guillemets. Je m'intéresse alors pour le savoir qui était généré pendant l'époque coloniale, avec le plan idéologique de la colonisation et qui exerce un exemple pertinent pour ce savoir colonial sont les stéréotypes racistes dans notre société. J'ai commencé alors à m'intéresser pour la théorie féministe. J'étais fortement influencée par ma perspective en tant que chercheuse en études postcoloniales, et je me suis rendu compte que le féminisme lui aussi est influencé par ces mêmes structures dont je viens de décrire. Cela se montre par exemple dans le fait que dans le passé, le féminisme a d'un côté mis largement en évidence les intérêts dans certains groupes de femmes, à savoir les femmes blanches européennes, et de l'autre côté n'a pas pris en compte les intérêts des femmes déjà marginalisées dans la société européenne, qui ne souffrent non seulement du sexisme, mais également du racisme. Nicole, essayez de parler près du micro. On vous entend de manière un peu entrecoupée, donc essayez de faire que le son soit uniforme, sans coupure. D'accord, désolé. Donc, je m'intéresse alors à un féminisme intersectionnel qui inclut et répond à des réalités de vie sans privilégier une identité féminine particulière. Et à ce but, je fais des collaborations avec ma collègue Fatma Oté, qui fait également partie du panel, et on se posait notamment la question comment promouvoir de la solidarité entre des femmes avec des biographies différentes et qui partagent le point commun de vouloir lutter contre le sexisme et contre le patriarcat. La question que j'aimerais vous poser, chère Madame Amal, vise le concept de solidarité entre femmes. Et ce qui m'a frappé dans ce roman est le facteur familial, religieux et sociétal qui crée dans leur somme un système d'oppression qui déshumanise les femmes et qui les réduisent au rôle qu'elles devraient jouer dans ce système.
En fait, chacune des femmes dans votre roman est livrée aux souffrances qui génèrent de ce patriarcal sans la perspective de recevoir de l'aide par d'autres femmes dans la vie. J'étais profondément touchée par la fragilité du statut des femmes dans la société et comment cette fragilité élimine toute possibilité de solidarisation des femmes entre elles. Nicole, je me permets de vous interrompre parce qu'on vous entend très mal. Est-ce que, alors on a quand même saisi les enjeux de votre présentation, pourriez-vous poser votre question à notre invité en prenant soin de vous rapprocher du micro de votre ordinateur? Merci beaucoup. Oui, j'espère que ça marche mieux là. J'aimerais savoir quelle importance vous accordez à la solidarisation entre femmes dans un système qui, à la base, promouvoit la perception de femmes comme une éventuelle menace ou un ennemi. Donc, je me permets de répéter la question. Nicole voudrait savoir comment la solidarité féminine peut jouer au sein d'une société qui s'emploie à lutter contre elle. Hein, donc, c'est ça votre question, Nicole, je ne pervertis rien. Hein, Oui. comment… Bon, voilà. Eh bien, comment expliquer ça? Il faut aller dans le sens où, pour commencer, aucun parent au monde ne déteste son enfant. Donc, si vous vous retrouvez, comme dans le roman, avec des mères, des tantes, des grands-mères qui donnent comme conseil à la jeune fille la patience, accepte tout, supporte tout et tout ça, ce n'est pas parce qu'elle la déteste, ce n'est pas parce qu'elle veut lui causer du tort, c'est tout simplement parce que c'est tout ce qu'elle connaît en fait. Pour elle, être mariée et rester dans son mariage et faire abnégation de son propre bonheur, c'est ça en fait qu'on lui a appris dès son jeune âge et elle est en train de transmettre tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne les coépouses, une coépouse n'est pas votre amie, c'est pas votre sœur, ça ne le deviendra jamais. Une coépouse, c'est une rivale qui viendra prendre votre place, qui viendra mettre au monde des enfants qui vont partager l'héritage de vos propres enfants, etc. Donc, dès le départ, le problème de la polygamie, par exemple, c'est que, comme je le disais tantôt, c'est une décision unilatérale. C'est l'homme qui décide d'amener une autre femme dans le foyer. Imaginez tout simplement, ou plutôt voyez ça tout simplement comme si dans la société occidentale, un homme est marié à une femme et qu'il décide d'avoir une maîtresse alors que son épouse n'est pas d'accord. Est-ce qu'elle serait solidaire avec cette autre femme? Non, évidemment, parce que c'est une rivale, parce qu'elle lui fait du mal délibérément, parce qu'elle lui prend quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, la relation entre les coépouses. Et donc, par rapport à ça, elles ne pourront pas être solidaires. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essayer de faire en sorte que les femmes, à leur niveau déjà, arrêtent de perpétuer les violences contre les autres femmes. C'est-à-dire qu'elles puissent mieux protéger leurs filles contre tout ce qu'elles ont appris. Et pour cela, comme elles ne le font pas par méchanceté, mais qu'elles le font parce que c'est ce qu'elles ont appris et c'est ce qu'elles sont en train de transmettre, il faudrait leur faire comprendre que ce qu'elles ont appris et ce qu'on leur a montré, en réalité, ce n'est pas la bonne, comment dire, c'est pas le bon chemin aujourd'hui, en fait, que c'est démodé presque, que ça ne correspond plus à notre vie d'aujourd'hui, que ce n'est plus bien, etc., et qu'elles puissent comprendre ça. Et sinon, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas par méchanceté que les femmes, par exemple, dans le roman sont comme elles sont. Ce n'est pas par méchanceté qu'elles disent à leurs filles patientes, accepte, sois sage, ne sort pas de ce foyer, etc. Non, en fait, c'est parce qu'elles sont en train de transmettre ce qu'elles-mêmes, elles ont appris. Et la chaîne ne va se briser que quand les femmes seront éduquées et qu'elles pourront elles-mêmes arrêter de perpétuer cette tradition-là qui crée des torts aux femmes.
C'est la même chose quand on parle des mutilations sexuelles génitales. Tout à l'heure, j'ai quand même oublié d'en parler, puisque ça fait partie également des pesanteurs socioculturelles et des violences faites aux femmes. Ces mutilations sexuelles concernent 1,4% de filles camerounaises, dont environ 500 filles sont excisées chaque année dans le septentrion camerounais. Mais nous avons également une autre forme de violence qui ressemble beaucoup à ça et qui est aussi qui va dans le même sens que les mutilations sexuelles, en fait. C'est ce qu'on appelle le repassage des seins. Le repassage des seins, c'est tout simplement une jeune fille à partir de 12 ans ou 11 ans, quand elle commence à avoir des seins, eh bien, ils mettent une pierre sur le feu, ils le font un peu chauffer et puis ils écrasent, en fait, la poitrine. Et là, c'est pour bloquer toute puberté pour 2 ou 3 ans. Et les mamans le font, évidemment, c'est très, 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 très douloureux. Ça, quelquefois, évidemment, ça détruit déjà les filles sur le plan psychologique au même titre que les mutilations sexuelles. Ça fait très, très mal et quelquefois, ça peut, ça traumatise et tout ça. Et quelquefois, ça peut avoir des conséquences encore plus dramatiques. Ça, ce sont, par exemple, des traditions qui sont perpétuées et qui existent encore. Et là, les chiffres sont encore plus nombreux que pour les mutilations sexuelles génitales. Et donc là, les femmes le font à leurs petites filles alors qu'elles en ont elles-mêmes souffert, tout simplement parce qu'elles se disent que c'est pour les protéger, pour qu'elles puissent ne pas attirer la convoitise des hommes, donc il faut bloquer toute puberté et qu'elles puissent rester des petites filles. Donc elles le font dans l'idée de protéger leurs enfants, sans tenir compte des conséquences qui peuvent être encore pires en fait. Donc, au lieu de faire ça, nous, ce qu'on leur conseille, c'est de peut-être plus parler avec les enfants, c'est de plus les protéger pour qu'elles ne sortent pas, pour qu'elles fassent attention à elles, etc. Et abandonner plus ces pratiques-là, par exemple. Merci Amal d'être aussi directe. Zainab et sa sœur Mariam militent aussi dans ce registre. Alors, notre troisième invitée est Fatma Pia Oté. Je tiens au nom composé qui montre bien sa double appartenance italo-libanaise. Fatma Pia, je vous laisse vous présenter. Merci. Merci Madame et merci Madame Amal d'être là. Merci à tout le monde. Je suis ravie de pouvoir participer aujourd'hui à cet échange. Donc, je me présente à mon tour. Comme Madame Desoulères a dit, je m'appelle Fatma Pia Oté et je suis assistante de recherche à l'Université de la Sarre. Je suis collègue de Madame Fischer et j'ai à côté également une petite agence de conseil qui s'appelle Hot to Deutschland, qui aide et conseille les étudiants libanais qui veulent poursuivre ou commencer leurs études en Allemagne. J'ai également effectué, un peu comme Zainab, un master pas binational mais trinational, donc franco-allemand et luxembourgeois, en communication et coopération transfrontalière, et cela après avoir obtenu une licence en journalisme. Et actuellement, je prépare une thèse. Personnellement, quel est mon engagement, en tout cas mon intérêt pour l'engagement féminisme? C'est surtout le féminisme et la présence des femmes musulmanes dans le féminisme mainstream, parce que je suis musulmane moi-même. Et en fait, j'ai remarqué que plus j'avance et plus je vois qu'il est commun de considérer qu'une femme musulmane et pratiquante ne peut pas être féministe. En fait, que les deux choses ne seraient pas compatibles. Oui, on m'entend? J'ai été coupée, moi, je pense que c'est un problème de réseau. Ok, je mets quand même mon microphone plus près. En fait, je disais que j'ai remarqué que souvent, il y a cette idée qu'une femme musulmane pratiquante… Désolée. Non, on ne m'entend pas. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Et vous n'entendez pas, Fatma?
Essayez encore, Fatma, voir. Oui, en fait, je disais qu'il y a souvent l'idée qu'une femme musulmane et pratiquante ne puisse pas être féministe, comme si les deux choses sont incompatibles. Et souvent, enfin, que c'est encore plus accentué quand la femme porte un voile comme moi. Et en fait, que cette corrélation entre nudité et liberté a creusé un fossé entre le mouvement féministe mainstream et les femmes de couleur ou issues de minorités. Et en fait, comme disait Nicole, le simple fait que le terme féminisme intersectionnel existe, et on en a déjà parlé dans des travaux ensemble, Nicole et moi, prouve que le mouvement féministe traditionnel est souvent exclusif et très homogène. Et c'est en partie parce que le foulard est considéré comme une imposition patriarcale et que donc les femmes, elles n'ont pas décidé de le porter. Et j'ai donc remarqué que souvent, les femmes musulmanes acceptées en tant que féministes, c'est souvent les femmes qui ne vont pas avoir l'air musulmane ou bien qui ne vont pas le pratiquer et qui vont donc s'éloigner de cet exemple de femmes soumises à un code ou à une figure d'homme dominant. Et pour revenir à votre livre, j'ai remarqué qu'on voit que l'islam, c'est une question récurrente tout au long du livre dans les différentes histoires des trois personnages. Et que, par exemple, j'avais noté trois petites citations. Donc, page 19, on dit à Ramla, à partir de maintenant, vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale instaurée par Allah. Ensuite, page 95, je crois, oui, c'est Hindou qui dit le devoir conjugal. On me cite un hadith. Un hadith, c'est une parole rapportée qui a été dite par le prophète pour les spectateurs. On me citait un hadith du prophète. Malheur à une femme qui met en colère son mari et heureuse est la femme dont l'époux est content d'elle. Et ensuite, page 172, serais-tu plus sage? Ça, c'est ce qui est dit à Saphira. Serais-tu plus sage que le Tout-Puissant qui a autorisé les hommes à avoir jusqu'à 4 épouses? Es-tu plus importante que les femmes du prophète qui ont accepté dignement cette polygamie? Et enfin, comme vous disiez au début, il est dit à Ramla que le paradis d'une femme est au pied du mari. Et justement, j'ai remarqué que les quatre citations sont toutes tellement sorties du contexte que oui, elles viennent d'une source islamique, mais ne correspondent pas du tout à ce que l'islam dit. Parce que, par exemple, ce hadith qui est cité, oui, d'accord, malheur à une femme qui met en colère son mari, heureuse la femme dont l'époux est content d'elle. Mais ici, elle est utilisée en contexte d'un viol pour Hindou, en plus de diverses violences physiques, ou par exemple aussi sur la polygamie, elle n'a pas été initiée par l'islam. Au contraire, l'islam a incité à y mettre un terme en posant des conditions tellement strictes qu'elles sont presque irréalisables, en fait, si on veut vraiment suivre ce qui est dit dans la religion. Et donc, en fait, dernière chose aussi par rapport à l'éducation, on utilise souvent, j'ai remarqué dans le livre, les hommes souvent utilisent ça contre les femmes, donc comme quoi elles ne doivent pas aller à l'école, alors que justement, si on veut citer un hadith, la quête du savoir est une obligation pour tout musulman, et ce, autant pour un garçon que pour une fille. Ensuite, il y aurait la place de la femme dans la société, le droit au divorce, le droit au travail, l'indépendance financière. Par exemple, Khadija, la première femme du prophète, qui était elle-même une femme d'affaires et qui était en plus âgée que lui et plus riche. Et donc, pour en venir à ma question, j'aurais deux questions. La première, c'est comment c'est possible que dans la société Peul, non, pas Peul, parce que vous nous avez expliqué au début que dans tout le Sahel, c'est comme ça, donc c'est pas seulement les Peuls. Comment ça se fait que la religion est à tel point instrumentalisée et surtout, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment une connaissance de la religion et du coup peut-être de toutes les religions, puisque vous disiez que les chrétiens aussi, c'est le cas, que les femmes chrétiennes vivaient également comme ça au Sahel. Et
quelles sont vos propositions, votre engagement sur le terrain pour fournir un accès plus efficace à la compréhension des textes, un enseignement vraiment islamique ou en tout cas religieux selon les religions. Et comment répondez-vous donc à ceux qui prétendent que ces pratiques sont islamiques? Et la deuxième question, pour revenir au féminisme, c'est est-ce que vous, qui êtes une femme noire et musulmane et féministe, est-ce que vous avez constaté une certaine hostilité de la part des cercles féministes, surtout quand votre livre a commencé à prendre de l'ampleur en Europe, ou bien est-ce que vous avez des expériences de féministes qui ont essayé de décrédibiliser votre travail en raison de votre religion? Voilà, merci. Merci beaucoup, Fatma, pour les questions. Merci beaucoup pour les éclairages également. J'ai mis délibérément tous ces hadiths qui sortent de leur contexte justement pour montrer à quel point les hommes ou même les personnes utilisent les textes religieux pour pouvoir assouvir tout simplement leurs désirs et aller par rapport à ce qu'eux, ils veulent et tout ça. Chez nous, ça va plus loin parce que à un moment donné, il y a des sociétés même qui empêchent aux femmes d'avoir des connaissances précises sur l'islam pour qu'elles ne puissent pas revendiquer justement. Évidemment, vous l'avez bien démontré, Fatma, que la polygamie, en réalité, si on s'en tient vraiment à ce que l'islam demande, c'est que non seulement la polygamie n'est pas encouragée, mais elle est conditionnée avec des règles tellement strictes que c'est même dit que même si vous voulez respecter ces règles-là, vous ne pourrez pas. Donc, c'est inutile d'essayer de les respecter. Donc, chez nous, les hommes préfèrent oublier une partie du texte et dire tout simplement et prendre sauf les phrases qui les intéressent, le hadith qui les intéresse et qui sortent complètement de leur contexte pour pouvoir assouvir la femme. Et évidemment, dès que vous vous mettez à parler ou à dire non, c'est pas ça en réalité, ils vous tombent tous dessus. Et après, c'est le jugement, tu iras en enfer, tu es contre l'islam, etc. C'est pour cela que j'étais très, très contente d'obtenir le prix Goncourt de l'Orient. Parce que le prix Goncourt de l'Orient, quelque part, il légitimise le roman et il montre très clairement que le roman n'est pas contre l'islam et que ce qu'il dit et la souffrance des femmes qu'il décrit en réalité, c'est une souffrance réelle qui va à l'encontre de l'islam. Et c'est ça que j'essaie de montrer aussi. C'est-à-dire à quel point les hommes détournent la religion à leur propre profit. À quel point il y a une mauvaise interprétation du texte religieux, il y a une mauvaise interprétation de l'islam, il y a même une mauvaise interprétation du christianisme, si je veux m'y attarder. Et finalement, à la fin, le raccourci, c'est que c'est l'islam, c'est les femmes musulmanes qui sont comme ça, la polygamie s'est permis en islam, etc. Et quand on dit ce n'est pas ça, eh bien, évidemment, ça devient une autre histoire. La deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié. Je suis fatiguée en réalité de la journée. Le 8 mars. Oui, j'imagine que vous aviez eu beaucoup d'interviews ou autres. En fait, je voulais savoir, pour revenir à la place des femmes en général de minorité. Là, moi, je parle, voilà, si vous avez eu des tentatives, par exemple, de féministes qui ont essayé de décrédibiliser ce que vous dites parce que vous êtes musulmane, ou bien qui ont essayé de ne pas vous faire présenter comme une féministe parce que vous êtes noire ou parce que vous êtes africaine ou parce que vous êtes musulmane. Oui. Eh bien, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux cas. C'est-à-dire que déjà, quand je dis je suis féministe et musulmane, c'est on ne peut pas être féministe et musulmane. C'est soit on est musulman, soit on est féministe, soit on est une musulmane qui ne pratique pas et qui est contre l'islam. Mais on ne peut pas être les deux. Pourtant, moi, ce que je dis, c'est non, moi, je suis une musulmane pratiquante. Je fais mes 5 prières quotidiennes, etc. Et pourtant, je peux me définir comme féministe. Maintenant, mon féminisme, c'est quoi? Ça s'arrête aux fondamentaux.
Mon féminisme s'arrête au fondant, c'est-à-dire que je vais dire défense des droits des femmes, qu'elles ont le droit à l'éducation, elles ont le droit à choisir leur conjoint, elles ont le droit, etc. Et je ne peux pas, parce que il y a ce mot féminisme, par exemple, comprendre certains batailles ou combats des féministes et que je puisse m'associer à ça et que je puisse dire que oui, voilà, etc., je suis d'accord. Par exemple, une fois dans un débat, quand j'ai publié le roman au début, il y avait d'autres dames qui étaient sur le même panel que moi et qui étaient du Femen et qui, elles expliquaient que leur bataille, c'est pour que les filles puissent aller sans soutien-gorge à l'école. Moi, ma bataille, c'est que les filles qu'on puisse permettre aux filles de mettre un pain au-dessus de l'uniforme de l'école parce que c'est la seule condition pour que les parents acceptent qu'elles aillent à l'école. Alors, j'explique au directeur où est le problème si elle peut mettre un pain sur sa tenue. Est-ce que c'est mieux de laisser une fille entrer avec... Allô? Pardon. Donc, je disais que comme la tenue et l'uniforme scolaire est un peu courte et qu'on peut mettre un pain au-dessus, ça veut dire beaucoup plus long, que ça puisse permettre à ces filles-là de continuer leurs études, où est le mal. Donc, nous, le combat, c'est plutôt d'aller dans ce sens-là. Mais évidemment, donc là, il y a souvent, ça peut générer des incompréhensions. Ou alors des incompréhensions dans le sens où, par exemple, je peux comprendre par rapport voilà, au féminisme où soit on essaye de vous minimiser ou alors, et ça c'est moi, c'est ce qui m'agace le plus, surtout dans les interviews, c'est qu'on essaye de vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire ou de vous faire prendre parti sur une situation où vous ne voulez pas prendre parti. Je suis musulmane, je ne suis pas voilée parce que je ne me sens pas prête à être voilée. Mais je sais que je le serai un jour et que je prie Dieu de pouvoir l'être un jour et de le faire avec toute la latitude. Et donc, je ne veux pas qu'on me réduise à mon voile ou à mon choix vestimentaire. En réalité, moi, c'est ça. Donc, oui, ça peut générer des incompréhensions et tout ça. Et d'une autre part, le fait, par exemple, que je puisse ne pas être voilée en réalité, quelque part aussi par rapport au message que je donne chez moi, là encore, ça crée des problèmes parce qu'on dit, de toutes les façons, tu ne peux pas dire qu'on interprète mal le Coran parce que tu n'es même pas voilé. Donc, ça va dans les deux sens, en fait. Merci beaucoup pour cet échange vraiment très intéressant. Moi, je voudrais insister sur la finesse de votre description de la relation des hommes à l'éducation dans votre roman. Parce que l'éducation va être soit perçue comme l'ennemi de la toute-puissance masculine, parce qu'elle développe l'esprit critique des femmes. Bon, ça, c'est simple, c'est la réaction, je dirais, majoritaire. Page 50, le père de Ramla, voilà le résultat de laisser les filles trop longtemps sur les bancs de l'école, elles se sentent pousser des ailes et se mêlent de tout. Mais il y a une chose beaucoup plus perverse, beaucoup plus fine, qui est que l'éducation, jusqu'à un certain point, peut être considérée comme une parure supplémentaire, un bijou supplémentaire au goût de la femme. J'en veux pour preuve, par exemple, la page 45, le futur mari de Ramla, tu es en terminale, c'est très bien, tu es une intellectuelle que je pourrais présenter lors des cérémonies officielles, tu me feras honneur, c'est vraiment bien. Eh bien, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Les hommes veulent des femmes instruites, surtout dans un certain milieu social, bien sûr. Comme vous dites, ça les valorise d'avoir une femme instruite, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut surtout pas qu'elle en arrive à les dépasser, c'est-à-dire qu'elle ait plus de diplômes
qu'elle puisse gagner plus d'argent que, etc. J'ai ce problème-là, par exemple, avec mes propres filles. Quand je suis partie de mon mariage, c'était pour qu'elles puissent échapper au mariage précoce et forcé. Je me suis battue de toutes mes forces pour qu'elles puissent continuer leurs études. Mais il y a ce poids de la culture et des traditions. Aujourd'hui, j'ai ma première fille, par exemple, qui a 20 ans et qui est en licence de droit. Eh bien, 90% de ses camarades sont mariés. Et en plus de ça, les camarades hommes, garçons qu'elle peut avoir à l'université avec elle, en fait, quand ils vont terminer les études et tout ça, et qu'ils vont chercher une épouse, ils ne vont pas prendre chez leurs amis à l'université, chez leurs copines ou des femmes qui ont le même niveau qu'eux, non. Ils vont retourner pour prendre les petites filles dans les collèges. Et donc, du coup, la question, et ça, c'est la question que ma fille se pose, mais également que se posent ses amis qui sont à l'université comme elle. Mais finalement, est-ce que c'est sûr qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on va finalement trouver un homme qui va accepter de nous épouser? Parce que c'est l'astuce finalement que les hommes ont trouvé pour pouvoir décourager les filles de continuer leurs études. Donc, plus une fille a des diplômes, plus elle continue ses études, plus elle n'est pas épousable. Donc, voilà, tout ça, il faut un véritable changement de mentalité. Comment un homme qui a un bac plus 5, plus 6, qui a peut-être 27, 28 ans, va retourner au collège pour prendre une fille de 15 ans, qui est en troisième, qui est en quatrième. Alors qu'autour de lui, il y a plein de filles à l'université qui sont même ses amies, qui l'apprécient et tout ça, mais il estime qu'elle ne sera pas suffisamment soumise pour être épousée. Donc, je voulais aussi un peu démontrer ça. Oui, merci beaucoup. Et ce qui apparaît très clairement aussi dans votre livre, c'est que dès l'enfance, au sein de ce lieu fantasmatique qu'est la concession, les filles sont séparées des garçons, il n'y a pas de dialogue. Ils ne parlent pas ensemble, ils ne mangent pas ensemble, même enfants. Hein, c'est terrible. Ils sont habitués dès le début à être séparés les uns des autres. Alors, juste une petite remarque que nous voulions formuler, mes étudiantes et moi. On a réfléchi, et aussi avec mon assistante Irène Sabarli, qui est invisible, mais qui est toute puissante là-bas à son bureau, on a réfléchi sur le mot concession. Donc, c'est quand même incroyable que le mot concession, qui est une condition du dialogue et de la négociation, ait, dans le contexte de votre roman, un sens coercitif. C'est une prison. Et on voulait vous rappeler, mais peut-être le savez-vous déjà, que au Moyen-Âge, mais aussi donc, dans cette période 12e, 13e siècle, mais aussi à l'Est, en Europe de l'Est, il y a toute une série de légendes consacrées aux femmes emmurées. Et vos femmes m'ont fait penser à ces légendes. Il y a un très beau recueil qui s'appelle « Le lait de la mort », des études réunies par Véronique Gély, qui recense donc toutes ces histoires où des femmes, pour avoir osé dire non, pour avoir osé s'opposer ou pour avoir déçu, sont emmurées vivantes. Et il y a un autre prix concours des lycéens, Carole Martinez, Gallimard 2011, qui a justement consacré son roman à cela. Ce roman portait pour titre Le domaine des murmures, hein, et raconte l'histoire d'une femme emmurée. Alors, je sais que vous êtes très lasse, très fatiguée, et vous nous avez déjà donné beaucoup de votre temps avec beaucoup de générosité. Dites-nous combien de temps vous pouvez nous accorder encore, parce que sans doute des questions fusent dans le public, les spectateurs ont envie de vous poser quelques questions. Dites-nous, mesurez vous-même votre temps et dites-nous environ combien de temps vous pouvez encore nous accorder. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. C'est vrai que voilà, c'est une longue journée, mais bon, ça me fait plaisir. Je n'ai pas l'impression de travailler, c'est une belle conversation, donc ne vous inquiétez pas de ça.
pas du tout. Alors, nous vous Et remercions. si je suis trop fatiguée, je vais m'endormir là. Nous vous remercions. Donc, vous pouvez me poser vos questions si vous voulez dans le chat, parce que je ne vois pas nécessairement les petites mains se lever sur Zoom. Mais en tout cas, cher public, en Grèce, en France, en Allemagne et peut-être à Beyrouth, mais je ne les ai pas identifiés. Je vous cède la parole. Si vous avez des questions à poser à notre invité, vous avez la parole. Donc, au choix, ou bien vous les posez directement à l'écran, ou bien vous me les envoyez dans le chat. Alors, en attendant que les questions... oui, donc Georgia Protoguerou, donc de Thessalonique, je suppose. D'Athènes. Bienvenue. Merci, merci. J'avais plus ou moins posé la question au chat, mais je vais la formuler d'une autre manière. Au fait, je pense que les femmes du Sahel ne devraient pas se sentir seules ou exceptionnelles dans le sens négatif, parce que des cas tels que Madame Jaili décrit existaient en Grèce il y a encore quelques années. Et puis, je pense que ça existe encore dans des contrées lointaines, d'une manière ou d'une autre, dans les pays européens où on est censé avoir fait des pas pour l'égalité des chances, etc. Et justement, c'est cet aspect des femmes soumises que certains hommes le veulent soumises. Et ça me rappelle des histoires familiales où les filles, dans les années 50, n'étaient pas autorisées d'aller à l'école, ou en tout cas, elles allaient à l'école primaire jusqu'à l'âge avant d'atteindre la puberté, parce que sinon, après, ça allait être considéré comme une femme légère, etc. Et ça a laissé des générations de femmes entières d'être plus ou moins analphabètes. Mais je suis extrêmement touchée par ce que vous avez dit, parce que c'est des femmes qui sont intelligentes, qui sont dans la vie, seulement on les a privées de leurs droits. Donc, ce que vous faites est très important et nous avons vraiment hâte de découvrir votre livre ici en Grèce, les faire traduire peut-être, et puis aider votre association. Et ça nous inspire aussi pour essayer de bannir des sortes d'inégalités pareilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Madame, désolée, justement, il y a deux questions déjà dans le chat. Je ne les vois pas dans le chat, mais vous pouvez, Nicole, si vous les voyez, peut-être en lire une. Je ne vois pas, moi, de questions dans le chat. Oui, parce que quelqu'un m'a écrit en privé et que ça... Ah, d'accord. Donc, il y a une question d'Annick. Pensez-vous que la polygamie aurait une meilleure acceptation si les femmes avaient un droit de décision? Si les femmes avaient un droit de décision. Eh bien, j'imagine que ce serait mieux accepté, surtout parce que la majorité vont dire non. Évidemment. J'imagine que la plupart diront non. Je ne suis pas sûre qu'il y en aurait qui vont dire oui. Sauf si, par exemple, il y a des droits, des questions. Ça arrive chez nous. Je connais plusieurs cas, par exemple, mais pas maintenant. À l'époque de ma mère, enfin, la génération de ma mère, quand elle était plus jeune, où voilà, des femmes généralement qui sont stériles décident elles-mêmes de chercher une autre épouse pour le mari, pour qu'il puisse, voilà, pour que la famille puisse avoir des enfants. Et généralement, tous les enfants ou les premiers enfants sont élevés par la première épouse, donc ça peut arriver. Après, on a aussi des cas de polygamie réussie. Ça peut aussi arriver, ça, où, voilà, même si ce n'est pas la femme qui a choisi, mais cette nouvelle venue devient son amie et puis finalement, elles vivent tellement bien ensemble qu'elles deviennent les meilleures amies et que voilà, elles ont beaucoup de la peine quand elles se séparent.
Et là, j'ai connu par exemple un de mes oncles qui avait donc vécu ce genre de polygamie. Et finalement, les femmes se sont tellement bien entendues entre elles que si une a des problèmes, et bien l'autre décide d'avoir des problèmes et de faire, si une est en train de faire elle est en train de bouder, et bien l'autre boude également. Et plus aucune ne parle à l'époux et tout ça. Et si une est partie, l'autre va la rechercher. Ou si une est répudiée, la deuxième décide de partir également. Donc, on a ce genre de cas-là chez nous, ça peut arriver, mais bon, la plupart du cas, quand même, la polygamie crée plus de souffrance que de bonheur. Merci beaucoup. Il y a une question donc, qui m'arrive dans le chat commun de Nadia Oté, qui se demande quel est concrètement le rôle de la police et de la justice face à la discrimination, face au viol, face à ces rapts que vous avez rapportés, face aux excisions vis-à-vis des femmes de manière générale. Eh bien, c'est comme je le disais, c'est totalement permissionnaire quelque part, ou bien laxiste. Je dirais ça plutôt laxiste, peut-être c'est plus le mot, parce qu'on sait ce qui se passe, mais on n'agit pas. On sait que c'est interdit par la loi, mais tout le monde continue de faire semblant de ne rien voir et tout continue comme avant. Dans le cas des viols, par exemple, vous savez, les femmes ont beaucoup de peine à porter plainte quand elles sont violées. Parce que de victime, elles se retrouvent dans le rôle de l'accusée. Une femme se fait violer, elle décide d'aller porter plainte. La première question, c'est tu étais où? Ça s'est passé à quelle heure? Tu étais habillée comment? Est-ce que tu lui as souri? Ce genre de choses. Et puis ensuite, il faut pouvoir prouver que ça a été un viol. Donc, comment est-ce qu'on prouve que c'était un viol? Jusqu'à quel niveau on peut parler de consentement, etc. Donc, toutes ces questions-là, déjà, je pense qu'en Europe, c'est tellement difficile même de pouvoir décider sur tout ça. Combien de fois en Afrique où les problèmes sont encore pires et où les limites entre tout ce qui peut être permis et tout ce qui ne l'est pas sont tellement minces, tellement fragiles et tout ça. Donc, la majorité des femmes, je n'ai pas les chiffres exacts là, mais c'est au moins 80%, j'en suis sûre, des femmes violées ne vont jamais oser porter plainte contre le viol. Et c'est la même chose pour les cas d'inceste. Même quand les mamans se rendent compte qu'il se passe quelque chose avec les enfants, à la limite, quand ce sont des bonnes mères, elles vont soustraire l'enfant à la vue de son agresseur, mais elles ne vont jamais porter plainte pour le faire punir, en fait. Ça, tout doit rester entre la famille. On doit cacher ça, c'est une honte. Personne ne doit savoir. Les voisins ne doivent absolument pas savoir ce qui se passe, etc. Donc, c'est toute la famille qui est au courant, mais c'est tout le monde qui, finalement, on défend plus l'agresseur que l'agressé. Et ça va encore plus loin aussi avec les violences physiques. Qui d'entre nous n'a pas déjà entendu le voisin frapper sur la voisine? Mais finalement, on se dit tous, écoute, ça ne nous regarde pas, c'est leur problème, donc on n'en parle pas, on n'entre pas là-dedans, ce n'est pas nos affaires, etc. Mais selon la loi, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, voilà, donc, ce sont des choses tellement compliquées. Même quand il y a des numéros verts contre les viols, les agressions et autres, les femmes ont de la peine quand même, s'il faut s'identifier, à le dire parce qu'elles se sont fait violer. Elles ont été violées, mais c'est elles qui ont honte de l'avoir subi, en fait, comme si quelque part, elle emportait une responsabilité. Merci beaucoup, Amal, pour votre réponse. J'ai une question de Christos Nikou concernant la réception de votre livre. C'est vrai que ce sera important puisque j'imagine qu'il va être traduit dans de nombreuses langues. Ça va être important de mener des études de réception. Donc, pouvez-vous déjà nous dire si au Cameroun, il a été reçu différemment qu'en France, par exemple?
Eh bien, le livre est sorti en 2017 et il a eu tout de suite un très, très grand succès. Un très grand succès. Ceci dit, c'est un roman qui parle quand même de sujets difficiles, qui parle des violences faites aux femmes et tout ça. Je pense que si j'avais publié ce roman en premier, il aurait été beaucoup plus difficile pour lui voilà, d'être accepté et tout ça. Tout simplement parce que par rapport au Nord Cameroun, beaucoup de personnes diront non, ça ne se passe pas comme ça, non, tu exagères, pourquoi tu l'as dit, tu trahis nos traditions, tu trahis nos secrets, ce sont des sujets tabous, on ne parle pas de sexe, etc. Mais par rapport à mon travail, il faut prendre le tout, c'est un ensemble en fait. C'est mon 3e roman. Donc, du 1er au 3e, quand même, il s'est passé pratiquement 7 ans. Et pendant les 7 ans, je suis devenue un visage connu de la littérature camerounaise, mais également un visage connu dans la société civile, puisque je suis sensibiliste. Je fais des émissions à la télé et je fais même des émissions en langue peul pour pouvoir donc toucher le plus de monde, et etc. Bref, je suis très activiste. Et donc, j'ai eu quand même, il y a eu quand même, comment dire, déjà dans tout le Grand Sud Cameroun, pour tous ceux qui ont lu pour tous ceux qui ont lu le roman, ils ont aimé. Et il n'y a pas eu de commentaires négatifs. Dans le Grand Nord, les gens sont mitigés. Sont mitigés pourquoi? Parce que ce soit des musulmans et qui se sentent offusqués parce que quelque part, je décris notre société. Soit c'est voilà, des hommes qui disent automatiquement qu'ils sont dans la contradiction et qui disent non. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on a pratiquement toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes qui, elles, soutiennent les livres, soutiennent le message. Et plus que ça, c'est aller sur presque le MeToo. Finalement, parce que quand le livre est sorti en France et qu'il y a eu toute cette communication autour et qu'on a eu des personnes qui disent oui, mais ils t'ont donné, c'est un roman qui marche en Occident et tout, c'est parce que tu critiques l'islam, c'est parce que tu critiques d'autres traditions, etc. Mais on a eu des jeunes femmes qui se sont levées, qui ont dit non, c'est vrai. Tout ce qu'elle raconte, c'est vrai, je l'ai vécu aussi. Ma mère a vécu ça, ma soeur a vécu ça, ça se passe exactement comme ça. J'ai été frappée ou bien on me demande toujours de supporter, etc., etc. Donc ça me fait plaisir parce que ça a libéré la parole. Je me suis éloignée de la question, mais grosso modo, sur la version africaine, vous savez, en Afrique et surtout au Cameroun, quand un livre est tiré à 500 exemplaires ou à 1000 exemplaires et qu'il s'est vendu, c'est déjà un grand succès. Le roman Mounial, nous en sommes à 15 000 exemplaires vendus. La semaine passée, nous avons imprimé 1000 exemplaires et aujourd'hui, nous sommes en complète rupture de stock. Donc, en une semaine, cette semaine, nous avons vendu les 1000 exemplaires. Donc, c'est dit que c'est un roman qui marche énormément. Bon, c'est impressionnant. Alors, vous avez de fait répondu à des questions qui m'étaient posées dans le chat. Donc, merci pour ça aussi. Alors, on va s'acheminer tout doucement, si vous le permettez, vers la conclusion. Je voudrais quand même qu'on évoque le sujet majeur qui est les femmes et Boko Haram. J'ai lu un article publié par Crisis Group qui date du 5 décembre 2016 et qui rappelle à quel point les femmes ont subi les violences et les mauvais traitements de Boko Haram, mais n'en ont pas seulement été les victimes, dans la mesure où certaines auraient volontairement rejoint les djihadistes. D'autres vont combattre l'insurrection, font partie des équipes de secours, participent aux initiatives lancées en faveur de la réconciliation. Donc, ma question est énorme, hein, mais tout ce que vous faites, le travail sur le terrain que vous accomplissez, est-ce que ça ne participe pas, au fond, plus largement d'une espèce de plan Marshall qui permettrait peut-être de favoriser cette réconciliation et d'atténuer l'influence d'un groupe
qui a été considéré, je vous le rappelle, comme organisation terroriste par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 mai 2014. D'accord, merci pour la question. Vous savez, pour nous qui travaillons beaucoup avec les femmes et qui travaillons quand même sur le terrain, il y a même des fois où on entend des choses qui sont pour nous très choquantes. Nous étions un pays où il y avait quand même la paix. On avait des difficultés dans le Grand Nord Cameroun, surtout à l'extrême nord Cameroun, parce que c'est une région en fait qui est à l'est, ou plutôt à l'ouest, en frontière avec le Nigeria, au nord avec le Tchad, et puis à l'est avec le Tchad et la Centrafrique. Eh bien, depuis quelques années, donc, il y avait d'abord un premier problème qui était le changement climatique. Le changement climatique qui a créé d'énormes dégâts sur la condition des femmes. Il faut rappeler quand même que dans la zone du Sahel, il pleut à peine 3 mois sur 12. Et quand le peuple autochtone, le peuple rural est un peuple qui survit uniquement grâce à l'agriculture et l'élevage, eh bien, on peut comprendre donc qu'il y avait déjà une détresse alimentaire dans toute la région à cause donc des changements climatiques. Il ne pleut plus, ou il ne pleut presque plus, ou alors il y a des très grandes pluies qui créent des inondations et qui gâtent toutes les récoltes, etc. Et puis, nous avons eu la crise sécuritaire. Dans la crise sécuritaire, quand la personne qui a écrit l'article parle du fait que les femmes se sont enrôlées et autres, voyons un peu comment ça se passe. Dans les zones rurales, d'un seul coup, des personnes arrivent à moto, à cheval, brûlent le village, prennent toutes les récoltes, enlèvent les filles, les hommes, les femmes, etc. Une petite fille ensuite, à qui on fait un lavage de cerveau et qui va se faire exploser. Quelquefois, elle n'est même pas au courant de ce qui se passe. Parce que généralement, on a même remarqué que ces enfants qui sont utilisés comme des bombes humaines sont même des personnes droguées, qui savent, elles sont à garde en fait. Elles sont pas, on sent très bien qu'il y a quelque chose qui se passe et en fait, elles se font exploser. Ce sont des victimes ou bien elles sont accusées. Ce sont des petites filles de 12 ans, vous allez dire qu'elles se sont enrôlées alors qu'elles ont 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ce sont des enfants en fait qu'on a tués. En plus, on a profité pour les tuer en les tuant d'une mort aussi horrible et en tuant d'autres personnes à côté. Après, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes femmes qu'on enlève, qu'on amène dans des camps. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont survécu. On ne sait pas tout ce qu'on a dû leur faire et tout ça. Ils ne sont pas délibérément quittés de leur village pour aller s'enrôler chez Boko Haram. Bien sûr. On les a enlevés de leur village. Et Boko Haram, en réalité, n'a pas un village bien donné. Boko Haram vit dans la forêt, en fait. On ne sait même pas qui c'est. Et à un moment donné, après tout ce que les efforts consentis par le gouvernement, aussi bien camerounais, tchadien et autres, aujourd'hui, ce qui reste de Boko Haram, c'est tout simplement des bandits de grand chemin. Des bandits de grand chemin qui, comme en 2019, entrent dans un village, kidnappent les petits-enfants, kidnappent les filles, pour en faire évidemment des esclaves sexuels, pour les épouser de force, pour en faire des kamikazes, etc. Mais quand ils sont entrés dans un village et qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de récoltes, donc de vivres à prendre, pour punir les hommes, ils ont coupé les oreilles des femmes. Donc ça, ce sont des réalités que nous voyons tous les jours sur le terrain. Ils entrent dans les villages, ils pillent, ils brûlent les villages, ils kidnappent les personnes, etc. Donc, il peut y avoir des personnes qui se sont enrôlées délibérément. Et là, ça peut être des frustrations, soit des personnes des jeunes qui s'enrôlent parce qu'on leur a promis beaucoup d'argent et autres, mais très rarement,
on peut trouver délibérément une jeune fille ou une femme qui décide de s'enrôler. C'est soit elle a été kidnappée, enlevée de force, amenée dans ce camp-là, et puis on les a relâchés, et pour se faire intégrer, elle va raconter ce qu'elle a raconté pour qu'on l'accepte. Soit alors, elle a voulu simplement jouer son intéressante, mais jamais, jamais, une femme ne va aller, surtout même dans les milieux ruraux, une femme va se lever, décider de s'enrôler, tout ça, parce qu'on n'est pas dans une idéologie, en fait. Bien sûr. En réalité, ce ne sont pas... des personnes qui sont... Allô? Oui, oui. Donc, voilà, je pense que par rapport voilà, à tout ça, les femmes et les enfants sont vraiment des victimes de ces terroristes. Il ne faut pas avoir peur du mot Boko Haram et tous ces groupes qui sont... Amal, vous m'entendez? Alors, il semblerait que la connexion... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a un problème? C'est clair. Alors, on a eu un grand blanc, chère Amal. Vous êtes toujours présente? Oui, vous êtes au centre Oui, je suis là. Oui, oui, vous êtes toujours au centre de l'écran. Je crois qu'il serait généreux de notre part aussi de laisser Amal doucement s'en aller. Et je voudrais, parce que les exactions de ces groupes terroristes, nous les connaissons, nous les suivons, nous sommes désespérés à chaque nouvelle exaction. Je voudrais finir de manière pacifique, bien sûr. D'abord, en citant la belle dédicace, on a cité les exergues pour ouvrir notre rencontre. Et je voudrais finir par votre belle dédicace à mon époux Amadou Baba, à tous nos enfants, amour et tendresse. Donc c'est le moment de dire que vous vivez avec l'homme que vous avez choisi, que vous aimez, qu'il est ingénieur, qui vient comme vous de la région septentrionale du Cameroun et qui est également écrivain. Alors sous le pseudonyme d'un nom que vous allez vous-même prononcer, s'il vous plaît, parce que si je le prononce, je vais le prononcer. Donc je vous laisse le dire à l'écran. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite coutume, cher Amal, qui consiste à conseiller un livre, un autre que celui pour lequel j'ai organisé la rencontre. Et le livre que je voudrais conseiller ce soir, c'est un petit manifeste qui est signé Noam Chomsky pour une éducation humaniste. Et je vous lis un extrait de ce livre. Je pense que c'est une jolie façon de conclure et c'est une belle note d'espoir à la fin de cette journée de défense des droits de la femme. Alors, Noam Chomsky cite Russell. Russell constate cependant que le terreau et la liberté nécessaires à l'épanouissement humain sont autrement plus difficiles à trouver. La pleine maturité vers laquelle on tend ne saurait être définie ou démontrée. C'est un état subtil et complexe que l'on ne peut sentir que par une intuition délicate et que seule l'imagination et le respect permettent d'appréhender. Aussi, l'éducation doit-elle être animée par l'esprit de respect face à ce que l'homme a de sacré, d'indéfinissable, d'illimité, d'individuel et d'étrangement précieux, un principe vital, un fragment de l'obstination du monde. Cette définition de l'éducation relève d'une conception humaniste de la nature humaine, selon laquelle l'enfant est doué d'une nature propre,
dont le noyau est l'impulsion créatrice. Alors, je voudrais que tout le monde reprenne la parole, donc vous coupez les micros coupés. Tout le monde a le droit de retrouver la parole pour applaudir notre invité et la remercier de sa générosité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et bien évidemment, vous pouvez rentrer en contact avec l'Institut français pour avoir les coordonnées, à moins que je puisse donner les coordonnées de l'association tout de suite. Oui, c'est femmetosahel.org. Oui, voilà, alors femme, donc avec S. Femme avec S, femmetosahel.org, tout simplement. Tout simplement. Donc, pour vos dons de livres ou autres, pour vos encouragements, vous avez maintenant les coordonnées de l'association. Nous vous souhaitons une belle nuit de repos et nous suivrons vos livres et j'essaierai à mon humble niveau de promouvoir la traduction allemande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à tout le monde et merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne fête des femmes. Merci. Merci.